Bonjour et bienvenue dans notre travail de session sur l'émergence du capitalisme dans l'Europe moderne. Ça sera présenté par Juliette Collins et... Simon Audet-Poirier. Bien qu'il soit difficile d'imaginer que notre monde ait déjà connu l'absence du modèle capitaliste comme système économique mondial, il est pourtant vrai que les échanges se faisaient sous une autre optique et que les contacts marchands n'ont pas toujours pris source dans le paradigme de l'esprit capitaliste. L'histoire sur l'évolution des échanges commerciaux nous rappelle qu'il y a en effet eu d'autres manières de concevoir les activités économiques et les échanges. Étant donné que le capitaliste est préconisé comme le système économique mondial présentement, il est pertinent de s'intéresser à la valeur historique du concept du capitalisme, à savoir s'il nous permet de mieux comprendre l'avènement de la modernité en Europe, qui s'effectue entre le 16e siècle et le 19e siècle. Pour cerner cette question, il faut d'abord situer l'avènement du terme capitaliste, pour être en mesure de le définir selon différents points de vue. Ce portrait nous permettra de procéder à une évaluation de sa portée explicative de la modernité. Ainsi, nous nous pencherons sur le parallèle entre l'essor du protestantisme et le capitalisme, de manière à mettre en lumière les motivations et les fondements de la doctrine économique. Par la suite, nous étudierons la situation monétaire et démographique entre le 15e et le 16e siècle en Europe, ainsi que sur l'émergence des nouveaux outils économiques. Finalement, nous mettrons en relation les effets des découvertes du Nouveau Monde avec la situation monétaire en Europe, la normalisation du capitalisme. Est-ce que le concept du capitalisme nous permet de mieux comprendre l'avènement de la modernité en Europe entre le 16e et le 19e siècle? En guise de citation, pour introduire notre développement et notre analyse, nous avons choisi de citer Michael Milken, qui rapporte que le capital ne manque pas, ce qui manque, c'est la vision. Dans cet ordre d'idée, on va venir établir qu'est-ce que la vision capitaliste à travers les définitions. Donc, qu'est-ce que la modernité? Tout d'abord, dans son livre, Pierre Goubert définit la modernité à travers un ensemble de grandes caractéristiques et de processus de mutation. Parmi les composantes de la modernité, il positionne la croissance de l'État, la fin de l'unité chrétienne connue sous le Moyen Âge, la croissance parallèle entre la bourgeoisie et le capitalisme, ainsi que la fin des codes aristocratiques féodaux. Selon lui, l'ensemble de ces éléments confirme le passage de l'humanité à l'époque moderne. Dans cet ordre d'idées, pourquoi le capitalisme est-il à l'origine de la modernité en Occident? Max Weber répond que c'est l'ampleur que prendra cette idéologie économique au cours du 16e siècle et du 17e siècle en Europe, ainsi que son lien de causalité avec l'avènement de l'époque capitaliste moderne. C'est parce que, comme il le mentionne, c'est en Occident que le capitalisme a trouvé sa plus grande extension et connu des types, des formes, des tendances qui n'ont jamais vu le jour ailleurs. Dans cet ordre d'idée, il est important de définir le concept de capitalisme pour mieux situer sa valeur historiographique. Dès lors, quelle est l'origine de ce concept? Selon Claude Joshua, il s'agit d'un terme employé par les socialistes français durant le 19e siècle pour désigner le système économique et social de leur temps. Il fait aussi référence à l'économie de marché et l'économie de libre entreprise durant le 19e siècle. Or, le terme capitaliste est déjà employé par Adam Smith au 18e siècle, notamment dans son ouvrage intitulé The Wealth of Nations, paru en 1776. C'est-à-dire que le capitalisme désigne le système économique moderne dès le 18e siècle, ce qui témoigne en partie de sa portée explicative de la modernité. Jacques R., dans son livre Naissance du capitalisme au Moyen Âge, rapporte que le capitalisme prend déjà ses sources durant la période féodale et qu'il se diffuse déjà dès le 13e siècle en Europe. C'est-à-dire qu'au 13e siècle, il est déjà possible de constituer l'avènement du capitalisme par une mutation des pouvoirs seigneuriaux. En effet, c'est dans la mesure où l'ordre féodal a consisté à une substitution du pouvoir marchand au pouvoir seigneurial. On s'aperçoit que le thème capitaliste se présente sous plusieurs formes et que son évolution est contigue avec celle de la modernité. D'après nos définitions, il s'agit d'un long changement d'ordre économique et social qui s'est effectué sur plusieurs siècles. Les évolutions des différentes pratiques, formes et conceptions capitalistes entre le 13e siècle et le 18e siècle consolident l'éventuelle conception capitaliste de l'État moderne. De fait, son évolution semble être étroitement en lien avec l'avènement de la modernité si on se fie à cette littérature historiographique. Pour mieux mettre en lumière la synchronie entre le capitalisme et le déploiement de la modernité, nous allons mettre en parallèle des événements clés d'ordre politique, économique, religieux et démographique.
En effet, la portée explicative du concept du capitalisme repose dans la manière dont il se déploie à travers l'espace européen durant la période féodale, mais plus particulièrement à partir du 16e siècle. Il faut mettre en relation la situation démographique pour mieux comprendre les besoins du continent. Dès lors, l'Europe connaît une reprise démographique majeure après les ravages du 14e siècle. La peste noire qui a lieu entre 1347 et 1352 a tué entre 30 et 50% de la population européenne. Cette rupture démographique a eu comme conséquence la chute brutale de la main-d'œuvre agricole qui crée un affaiblissement des structures féodales basées sur la rente et le travail paysan. À partir du 15e siècle, la population reconstruit lentement ses effectifs. Dès 1450, la fin des grandes vagues de peste entraîne une croissance démographique soutenue. Ainsi, la population augmente considérablement, les villes s'agrandissent. Conséquemment, les besoins alimentaires et matériaux vont exploser. Cette hausse crée une forte demande en produits agricoles et manufacturiers qui va stimuler les circuits d'échange et consolider le besoin de capitaux. En effet, le choc démographique accélère la transition entre l'économie féodale et l'économie capitaliste. Les États confrontés aux dépenses élevées doivent maintenant investir massivement dans l'armée, dans l'administration ainsi que dans les infrastructures urbaines. Cela a pour but d'encourager le développement des instruments financiers comme la fiscalité qui figurent parmi les éléments présents dans la logique capitaliste d'aujourd'hui. Parallèlement, à cette époque, le système féodal va entamer une période de crise. Les structures seigneuriales fondées sur la rente foncière et les obligations paysannes ne suffisent plus à répondre aux nouvelles dynamiques économiques. Le poids démographique et l'expansion des marchés contribuent à l'érosion du féodalisme, laissant la place à des formes de production et de gestion plus proches de l'économie capitaliste. Les chroniques de Jean Froissart décrivent des villes vidées, des terres abandonnées, des perturbations dans la main-d'œuvre agricole à cause des décès massifs. Cela montre le lien entre les pestes, la baisse démographique ainsi que la faiblesse du système féodal. Bref, la peste et ses conséquences ont créé des conditions d'un basculement structurel. D'abord, l'effondrement démographique, la crise féodale, puis reconstruction, croissance et émergence de nouvelles dynamiques économiques propices au capitalisme. De fait, l'évolution du portrait démographique de l'Europe durant la période permet en partie de comprendre les besoins de l'époque ainsi que de situer l'avènement de la modernité. Donc, en ce qui a trait au volet religieux, dans son ouvrage intitulé L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, le sociologue Max Weber explique dès le commencement que les élites économiques, éduquées et qualifiées au 16e et 17e siècle sont plus pondérées parmi la communauté protestante, luthérienne et calviniste que parmi les catholiques en Europe. Même si certains membres de l'élite économique sont issus du catholicisme, leurs ambitions ne sont pas équivalentes et ils n'emploient pas la même mentalité. L'auteur présente un passage de Offenbacher qui, à notre avis, démontre bien la différence entre les deux mentalités. En effet, le protestant préfère bien manger tandis que le catholique veut bien dormir. Selon lui, la valeur et l'importance accordées aux gains ainsi qu'aux biens de consommation diffèrent entre les deux groupes religieux et nous montre un certain détachement des valeurs traditionnelles catholiques par les protestants et les calvinismes. De fait, les catholiques n'accordent pas la même valeur éthique à l'acquisition comme le font leurs homologues. On comprend que la différence prend sa source dans l'éducation ecclésiastique reçue par les élites catholiques et protestantes. Ce sont les valeurs transmises par les dogmes qui auraient eu une influence sur la recevabilité des valeurs capitalistes modernes. Faut brièvement contextualiser la réforme protestante qui s'effectue au courant du 16e siècle pour mieux comprendre les fondements de la posture protestante, qui est relative à la rationalisation du devin, au désenchantement du monde, ainsi qu'à la désacralisation de la nature, comme l'aborde Max Weber dans son livre. En effet, la réforme protestante qui s'exporte à travers l'Europe grâce à l'imprimerie fait voyager la publication des 80 thèses de Martin Luther depuis l'Allemagne à partir de 1517. Ces thèses luthériennes remettent d'abord en question le système des indulgences du clergé par lequel il est possible de payer pour s'absoudre
d'une faute ou d'un péché. Martin Luther attaque cette pratique et avance que le salut est un don de Dieu gratuit et qu'il n'est pas obtenu en fonction des actions commises durant son existence. On fait ici référence à la notion de prédestination offerte par la Réforme protestante. Cette composante des critiques formulées par Luther offre un nouveau rapport à Dieu qui est plus individualisé, rationnel et personnel. De fait, la Réforme protestante offre un nouveau cadre de référence religieux qui consolide le désenchantement. Comme l'exprime Max Weber, il s'agit de l'élimination de la magie en tant que technique de salut. La prédestination luthérienne confirme le désenchantement du monde auquel s'ajoute le phénomène de désacralisation de la nature, comme l'explique Max Weber. Ces éléments viennent offrir un contexte propice à la pratique du capitalisme, puisque tout protestant est pape, Bible à la main. On peut donc rationaliser sa pratique. Sans entrer dans les détails, il faut situer qu'au courant du 16e siècle, les guerres religieuses ont eu un effet sur la répartition des protestants sur le continent. Par exemple, l'exode des Huguenots au 17e siècle explique en partie pourquoi l'Allemagne, l'Angleterre ainsi que les Pays-Bas sont devenus des foyers importants du protestantisme durant cette époque. Comme le mentionne Max Weber, encore une fois, c'est depuis les foyers hollandais, allemands, que le cadre idéologique du capitalisme se consolide. Cette particularité explique l'avènement de nouvelles compagnies comme celle des Indes orientales créées en 1602. C'est à partir de l'idéologie du travail et du gain, qui est renouvelée par le cadre de mentalité protestante, luthérienne et calviniste, qu'un nouveau modèle économique émerge. Le succès de compagnies comme celle des Indes orientales, exemptées du cadre moral catholique, a suscité la reprise de ces modèles par d'autres nations. Néanmoins, il est important de souligner que d'autres éléments justifient le succès de ces compagnies, et qu'il n'est pas uniquement lié au calvinisme, comme le conçoit Claude Joshua, par exemple. Au XVIIe siècle, l'Angleterre n'est pas encore devenue l'empire colonial que nous connaissons. C'est suivant l'acte de navigation anglais en 1651 que l'Angleterre prend son envol. Cet acte aura permis à l'Angleterre de se développer et développer son réseau économique et colonial en s'appuyant sur le modèle hollandais, qui est fondamentalement issu du protestantisme. En conséquence, l'acte de navigation de 1651 marque le début de l'intensification des expéditions de navigation pour l'Angleterre et voit ultimement placer le pays au rang d'empire colonial, comme le mentionnera Oscar Albert Johnson. De facto, elle signifie aussi une baisse importante de la navigation hollandaise dans les eaux anglaises et crée une situation de monopole pour l'Angleterre éventuellement. Ainsi, le protestantisme luthérien et calviniste ont permis de regrouper les circonstances morales, éthiques, propices à la mise en place de nouvelles mentalités modernes. Par exemple, la valorisation du travail et de l'épargne qui en découle y participe. Cette mentalité a permis de consolider l'idéologie capitaliste et les économies des puissances coloniales comme celle de l'Angleterre au courant du XVIIe siècle. Selon nous, les limites de l'hypothèse religieuse comme élément central de l'événement du capitalisme moderne est liée à son application généralisée comme phénomène en Europe. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'appliquer l'émergence du capitalisme et de la modernité ainsi que de son esprit partout en Europe et en même temps, étant donné que les foyers luthériens et calvinistes ne sont pas tous aussi importants sur le continent. Le lien effectué entre l'émergence de la réforme luthérienne, le calvinisme et l'avènement de la modernité capitaliste repose dans la remise en question des modèles commerciaux issus du Moyen Âge par ces communautés protestantes. C'est cette mentalité qui a été à l'origine de la VOC, créée en 1602 comme mentionné plus haut. Le processus de mondialisation de l'économie qui en découle confirme la modernisation de l'Europe et nous permet de comprendre comment le capitalisme est un élément clé qui participe à la formation de la modernité. Néanmoins, la présence de nouvelles mentalités liées au cadre religieux et au cadre personnel comme phénomène ne signifie pas qu'elle est la seule explication de l'émergence du capitalisme. Il ne s'agit pas seulement d'opposer le catholicisme dominant et le protestantisme, puisqu'il y a d'autres changements d'ordre démographique, politique et économique en œuvre parallèlement. Avant l'époque moderne, l'Europe connaît une pénurie d'or et d'argent. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, le continent dispose de peu de mines encore exploitables. Davantage, une grande partie des métaux précieux et récoltes quittent l'Europe puisqu'ils sont utilisés comme moyen d'échange. Par exemple, pour l'acquisition de produits venus d'Asie. De plus, les rois, les princes ou les seigneurs ont tendance à créer leur propre monnaie. C'est-à-dire que les monnaies sont souvent de mauvaise qualité puisqu'elles sont composées d'alliages impurs et de poids variables. Cela entraîne une perte de confiance et complique les échanges.
Enfin, la croissance démographique qui accentue la demande en métaux précieux aggrave la situation de rareté et vient freiner le développement des échanges économiques. Pour répondre à cette crise, les solutions qui apparaissent euh, Pour répondre à cette crise, les solutions qui apparaissent attestent une modernisation de l'économie vers un capitalisme plus contemporain. En 1252, il apparaît des monnaies stables et de référence, contrairement à la période ultérieure. Par exemple, nous avons le ducat de Venise et le florin de Florence. Et celle-ci oh, fuck my life. En outre, l'approvisionnement qui s'améliore grâce au trafic d'or africain acheminé par les routes transsahariennes, ainsi que grâce aux mines d'argent de Serbie, l'Europe vient alimenter leur marché. Dès lors, suite à la situation de rareté métallique, les banquiers et les marchands ont été contraints à inventer de nouveaux instruments économiques tels que les lettres de change, les prêts ainsi que la comptabilité à partie double. L'ensemble de ces innovations permettent de contourner le manque d'argent en Europe, ce qui contribue à rendre les échanges économiques plus à grande échelle étant donné la situation. Cela vient favoriser de manière importante l'émergence d'une bourgeoisie marchande et financière qui s'impose peu à peu comme des facteurs politiques et sociaux centraux qui mettent à cette classe émergente de rivaliser avec la noblesse traditionnelle. On comprend qu'à partir du 16e siècle, les grandes explorations maritimes relancent l'afflux de métaux précieux vers l'Europe. Néanmoins, ce nouvel afflux de métaux entraîne une inflation en Europe ainsi qu'un élargissement des circuits commerciaux. Ces découvertes renforcent le système stratégique des marchands, désormais intégré dans un système d'échange mondialisé. Le mercantilisme s'impose comme doctrine économique dominante. Il faut mentionner que la richesse d'un État se mesure à l'abondance de métaux précieux qu'il détient. Dans cet ordre d'idées, les royaumes encourageant l'exportation et limitent l'importation, favorisant ainsi la croissance d'industries nationales, le stockage dans les banques et la création de compagnies de commerce exclusives. Ce système renforce le pouvoir des États centralisés, mais profite surtout à la bourgeoisie marchande et financière qui accumule le capital grâce aux monopoles et aux circuits coloniaux. L'ensemble de ces facteurs va en effet participer à créer un contexte propice à l'émergence du capitalisme moderne et aide à mieux comprendre l'évolution vers la modernité. Ce qui m'en vient au bilan, je vais faire ça rapidement. Donc, comme on a mentionné, les origines du Moyen Âge, ça vient des racines médiévales telles que les marchands, les banquiers, les crédits et le charge. La crise du féodalisme va affaiblir les structures seigneuriales, ce qui va mener à une transition progressive plutôt qu'une rupture. Il y a des moments charnières tels que l'afflux d'or et d'argent du Nouveau Monde, il y a le mercantilisme, la création des grandes compagnies de commerce, la réforme protestante, ainsi que l'expansion urbaine et des réseaux maritimes. L'héritage jusqu'à aujourd'hui, le capitalisme reste encore un moteur d'innovation, de croissance et de mondialisation. Cependant, il crée des inégalités et des inégalités sociales et mondiales, ce qui crée un héritage colonial et de l'esclavagisme qui est toujours visible. Ce qui crée une contribution à la modernité, puisque la modernisation de l'économie crée une circulation monétaire et crée un déploiement de l'État moderne. Merci et bonne journée.